Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, dire stop, une épreuve en démocratie. Il n'est ni journaliste d'investigation ni spécialiste des aéroports, mais il a choisi d'enquêter sur la décision du gouvernement de privatiser les aéroports de Paris et sur la mobilisation citoyenne que cette annonce a provoquée. La pétition pour un référendum d'initiative partagée a désormais passé le cap symbolique du million de signataires, mais il en faut plus de 4 pour ouvrir la porte à une proposition de loi réaffirmant la nature de service public des aéroports, soit 10% du corps électoral. Invité jusqu'à 13h30, le journaliste et créateur du site Arrêt sur Image, Daniel Schneiderman, auteur de Pouvoir dire stop, publié en septembre dernier aux Arènes. Bonjour Daniel Schneiderman. Bonjour Lévia Gesbert. En quoi les aéroports sont-ils un bien commun pour vous ? Ouais, ils sont un bien commun parce que je crois que c'est important que ce secteur-là reste dans le secteur public. Alors, les aéroports en général, j'en sais rien. Moi, je me suis intéressé à la privatisation d'Aéroports de Paris, cette entreprise bien spécifique qui regroupe Roissy, Orly, Le Bourget, et qui a des participations dans une série d'aéroports de province. Alors, en quoi est-elle si spécifique, cette organisation, ces aéroports de Paris ? Si vous voulez, d'abord, quand moi j'ai appris que le gouvernement envisageait de privatiser Roissy-Charles de Gaulle, instinctivement, intuitivement, ça m'a paru un truc tellement absurde, quoi. Comme si, alors je saurais pas vous en dire les raisons personnelles précises, mais c'est comme si, j'ai dit, c'est comme si on privatisait un département français ou quelque chose qui semble appartenir à la communauté depuis toujours. Et puis ensuite, je me suis penché sur ce que c'était que le transport aérien et ce que c'était que le trafic aérien et quel était le statut économique et écologique des aéroports. Et là, je n'ai plus vu que des raisons de maintenir les aéroports dans le domaine public. Et si vous voulez, on peut en parler. Oui, parce que vous avez enquêté, vous êtes allé discuter, argumenter des deux côtés. Vous dites que ça vous a semblé là particulièrement absurde. En quoi ça vous a semblé plus absurde que la libéralisation du marché de l'eau, de l'électricité, du gaz, la privatisation de la poste, du train, des autoroutes ou encore aujourd'hui de la Française des Jeux ? Mais c'est pas plus absurde. C'est aussi absurde. Et c'est là que vous vous êtes réveillé, quand même, Oui, sur ce cas d'ADP. Oui, oui. Alors, si vous voulez, pourquoi je me suis réveillé ? Je veux dire, qu'est-ce qui a fait le déclic ? Vous savez que moi, je suis ce qu'on appelle un critique des médias, c'est-à-dire je rédige tous les jours un petit papier pour le site d'Arrêt sur Image et ça me conduit à écouter, par exemple, les radios du matin, parce que j'écris le matin et j'écoute, je me partage entre France Culture et France Inter, pour tout vous dire. Et ce matin-là, j'écoutais France Inter. Et j'écoute notamment la tranche de 7h30 à 8h. Et j'ai été stupéfait de voir les deux éditorialistes vedettes de France Inter. Vous le racontez, Thomas Legrand, Dominique Seux, l'un pour la politique, l'autre pour l'économie. Thomas Legrand et Dominique Seux. Alors, tous les deux traitaient de cette initiative qui avait été prise la veille par des parlementaires de toute tendance, sauf évidemment La République En Marche, mais tous les autres, de lancer cette procédure de référendum d'initiative partagée. Et j'ai senti dans leur voix, ce qui était assez rare dans la voix de ces éditorialistes, j'ai senti dans leur voix comme une espèce de désarroi, comme une espèce de surprise. Ils ne savaient pas encore quoi penser de l'initiative. Et moi, je suis sensible à toutes ces choses-là. Et je me suis dit, tiens, si Legrand et Seux, tous les deux, ont l'air aussi réservés par rapport à ce truc, cette initiative, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, vous savez, les journalistes, on est fait comme ça. On s'intéresse en priorité à ce qui est nouveau et intéressant. Donc là, il m'a paru qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau et de potentiellement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, pardon, juste parenthèse, Daniel Schneiderman, c'est que ce matin-là, c'est un grand média traditionnel qui vous a aussi alerté, en tout cas éveillé sur cette question et donné envie d'approfondir. Parce qu'on dit aussi qu'on n'en a pas parlé, qu'on ne parle jamais sur nos radios, dans les journaux de ce référendum. La question a quand même été posée ce jour-là, oui. Ce matin-là. Ce jour-là, oui. D'accord. Quand je dis qu'on n'en parle jamais, c'est ce qui s'est passé par la suite. On en dira peut-être un mot si vous voulez. Mais... Et la surprise sur cet outil qu'est le référendum d'initiative partagée, elle est compréhensible et vous le racontez, c'est aussi passionnant, c'est que c'est
c'est un nouvel outil démocratique qui se présente à nous, aux citoyens aujourd'hui. Et donc, personne ne sait encore très bien comment le manier et quel effet il va pouvoir avoir. J'en reviens juste sur cette question d'ADP, l'intérêt que vous avez eu pour ce dossier. Vous racontez qu'en enquêtant, vous avez découvert une arnaque économique, un engrenage politique et une bombe écologique. Trois dimensions particulières que vous décryptez dans cet ouvrage. En quoi les enjeux de la campagne sont-ils plus larges qu'il n'y paraît? Alors, quand je dis une bombe écologique, vous avez dit tout à l'heure, c'est un média traditionnel qui m'a alerté, c'est même deux médias traditionnels. Puisque l'autre déclic que j'ai eu, ça a été une interview du patron de Vinci dans Le Monde, Xavier Huillard. Enfin, pas vraiment une interview, un papier dans lequel on le faisait parler et où on lui faisait raconter finalement les raisons pour lesquelles il avait très envie que Vinci récupère ADP. Et vous savez, on ne les entend jamais parler, les patrons du CAC 40. On les entend beaucoup moins que les politiques. On ne sait pas comment ils pensent, on ne sait pas comment ils sont structurés. Enfin, on se doute bien que, je veux dire, le ressort principal, c'est de satisfaire l'actionnaire. Mais dans le détail, on le connaît moins. Et alors là, Huillard racontait que ce serait formidable que ce soit un privé qui récupère Aéroport de Paris, parce que les privés, pour ce qui est de développer les liaisons aériennes, pour ce qui est de créer des liaisons, pour ce qui est de faire décoller et atterrir davantage d'avions, ils sauraient beaucoup mieux faire que ces manchots des entreprises publiques. Et à la fois le patron de Vinci et le journaliste qui le faisait parler communiaient dans cette espèce de félicité, de béatitude qu'il pourrait y avoir à augmenter le transport aérien. Et personne, à aucun moment dans ce papier, ne soulevait ne serait-ce que l'idée que le développement exponentiel du transport aérien depuis plusieurs décennies est quand même un sérieux problème pour la planète. Je veux dire, l'avion est quand même un des grands coupables du réchauffement. On y reviendra dans le détail si vous voulez. Et le fait que ce soit un point aveugle comme ça, à la fois de Huillard et du journaliste qui l'interrogeait, voilà, je me suis dit, on est, si vous voulez, on est au carrefour de trois questions extrêmement importantes. La question écologique, la question économique, on va y revenir, si vous voulez, avec les privatisations, etc. Puis la question démocratique, avec donc cet outil du référendum d'initiative partagée, dont on peut dire un mot, si vous voulez. Est-ce qu'on commence par la question écologique, puisque vous avez débuté que vous voulez. Alors, commençons par l'écologie. Où est l'aberration pour vous? L'aberration, c'est de continuer à développer le transport aérien. C'est une énorme aberration. Les porte-paroles des compagnies aériennes, quand ils s'expriment dans les médias, ont tendance à minimiser les choses, à dire non, mais vous savez, il n'y a pas de souci. Le transport aérien, ce n'est que 2% n'est responsable que 2% du réchauffement global. Bon, alors il suffit de lire 3 rapports d'experts de transport aérien pour voir que c'est faux. D'abord, les 2%, ça ne prend en compte que le transport passager et pas le fret. Quand vous ajoutez le fret, on arrive à 3%. Et ensuite, ces 3% ne prennent en compte que le CO2, qui est, on va dire, le coupable médiatique le plus évident du réchauffement, mais pas le seul. Il y a toute une série d'autres gaz à effet de serre, si vous voulez, qui contribuent au réchauffement, à commencer par les fameuses traînées blanches des avions que vous voyez quand vous les regardez dans le ciel et que vous admirez, que vous rêvez que nous rêvons tous devant ces traînées blanches. Et au total, il faut doubler. Et au total, ça fait donc 6%. Donc, l'idée de dire, on va privatiser pour développer, créer des liaisons, attirer les compagnies low cost en leur consentant des rabais, etc., est une aberration écologique totale. Je veux dire, moi, je pense que les aéroports doivent être publics, ne serait-ce que pour cette raison-là. Alors, après... Pourquoi, d'après vous, cette question, elle est tout le temps évacuée du débat sur la privatisation d'ADP? Elle est évacuée pour la même raison que la question écologique est évacuée de tous les autres débats, si vous voulez. Et en même temps, elle est omniprésente. Alors, elle est omniprésente en tant que telle, si vous voulez. Mais quand il s'agit de relier ça, quand il s'agit de relier le péril climatique, si vous voulez, aux questions économiques, la relation ne se fait pas. C'est-à-dire que le discours politique traditionnel aujourd'hui est un discours qui commence
par supplier que la croissance revienne pour créer des emplois et pour développer l'activité, et qui se termine par le petit mot pour la planète, ou l'inverse. Mais le discours politique et même le discours médiatique a beaucoup de mal à relier les deux. Vous avez dans des journaux qui sont par ailleurs... qu'on ne peut pas soupçonner d'être insensible à la question climatique. Le Monde, l'Obs, etc., qui multiplient les papiers sur les problèmes de climat. Vous tournez 3 pages et vous avez des pubs pour les 4x4 en quadrichromie, et ils n'ont pas l'air de voir le problème, quoi. Personne ne voit le problème. Daniel Schneiderman, en termes environnemental, écologique, dire que l'avion n'est pas l'avenir, en quoi ça plaide pour une non-privatisation d'ADP ? Alors, vous avez raison de dire que tout seul, ça suffira pas. C'est-à-dire que si, par extraordinaire, on arrivait aux 4 700 000 signatures, et si par extraordinaire, le référendum se tenait, et si par extraordinaire, c'était non à la privatisation, si vous voulez, le fait que ADP reste public, tout seul, ça suffira pas. Et c'est vrai que dans le courant de mon enquête, là-dessus, j'ai un peu déchanté. C'est-à-dire, moi, je suis parti bille en tête sur l'écologie. Et en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, ADP, qui est encore théoriquement une entreprise publique, a tous les comportements et toutes les logiques d'une entreprise privée. Je veux dire, l'entreprise qui est en train de construire le terminal 4 à Roissy pour augmenter encore le trafic, ce terminal 4 qui va être une espèce de bombe climaticide, c'est pas le ADP privé, c'est le ADP public. Donc, tout seul, si vous voulez, voilà, ce sera très bien que ça ne tombe pas dans l'escarcelle du privé, mais ça suffira pas à sauver la planète, faut être clair. Voilà, sur l'exemplarité des comportements, verts ou pas, c'est pas en tout cas la nature, le statut qui peut changer la donne. Alors ils ont d'autres arguments, hein, ceux qui sont partisans de cette privatisation. Je le disais, vous avez cherché à comprendre, vous êtes allé voir du côté des détracteurs et des partisans de cette privatisation. On écoute l'avis de Bruno Le Maire et Roland Lescure. Cette privatisation, elle va servir à financer l'innovation de rupture, à désendetter le pays. Bruno Le Maire. Et à permettre à l'aéroport de Paris de se développer. Donc elle est utile, pour pas dire indispensable. Elle est utile économiquement, elle est utile pour l'État, elle est utile pour l'intérêt général, elle est utile pour financer les technologies de rupture qui feront la différence entre les nations qui gagneront au XXIe siècle et celles qui perdront. Certains d'entre vous s'interrogent sur le fait de savoir si on fait ça pour désendetter, financer un fonds d'innovation, revoir le rôle de l'État. On fait les trois en même temps. Voilà, Bruno Le Maire et Roland Lescure, députés, extrait d'une vidéo trouvée sur le site de Là-bas si j'y suis. Alors vous allez voir en plus tout à l'heure, on aura au contraire la parole d'un détracteur, François Ruffin, sur Europe 1. On ne sait plus où donner de la tête, hein, Daniel Schneiderman, oui, sur ces questions. Il y a une certaine logique à ce que le ministre et un député macroniste défendent la privatisation. Alors, oui, ça, on est tout à fait d'accord. Non, mais si vous voulez, sur ces points. Sur le financement de l'innovation de rupture. Alors c'est vrai que le Bruno Le Maire répétait ça à chaque fois qu'on lui ouvrait un micro. Bon, si vous voulez... effectivement, on peut toujours dire l'argent de la privatisation servira à financer les recherches sur l'intelligence artificielle, puisque c'est l'exemple qui reprend toujours. Mais enfin, s'il s'agit de financer des recherches sur l'intelligence artificielle, on peut prendre les dividendes d'ADP, on peut affecter, puisque ADP rapporte de l'argent, ADP est une entreprise rentable, donc on peut prendre les dividendes d'ADP et on peut en affecter une partie aux recherches sur l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple. Bon, alors j'ai beaucoup cherché pourquoi finalement ils avaient tellement envie de vendre ADP. Et vous dites que vous avez suivi toutes les pistes et qu'aucune n'était convaincante. Y compris les pistes complotistes, parce que sur les réseaux sociaux, on entend un tas de trucs, on entend oui, mais en fait ils le font pour rendre service à Vinci, puisque ils avaient promis une compensation à Vinci quand finalement ils ont renoncé à faire l'extension à faire Notre-Dame-des-Landes. Bon. Ça tient pas. Rien. Les sommes ne sont pas du tout du même ordre, si vous voulez. Notre-Dame-des-Landes, c'est une petite cacahuète par rapport à ADP. Donc ça, j'ai du mal à le croire. Non, je pense qu'il s'agit simplement d'abord de suivre l'idéologie, si vous voulez, qui est celle de tous les gouvernements occidentaux, en gros depuis les années 80, depuis la période Reagan-Thatcher, et qui consiste à s'agenouiller matin, midi et soir devant le dogme que le privé fait mieux les choses que le public, qu'un gestionnaire privé fera toujours mieux les choses qu'un gestionnaire public, sera plus sensible à l'intérêt général, etc. Donc là, c'est juste... Et il s'agit alors aussi très trivialement de remplir un peu les caisses pour essayer de combler une petite partie du déficit. On est obligé de conclure ça. C'est un dogme pour vous oui, bien sûr. En quoi ?
Quelle est l'idéologie qui sous-tend ce dogme? L'idéologie qui sous-tend ce dogme, ce dogme est à la fois son idéologie. C'est la conviction, encore une fois, que le privé est plus efficace que le public pour gérer le transport ferroviaire, pour gérer, y compris même, si vous voulez, la poste, y compris les télécommunications, etc. Quand on prend les choses dans le détail, c'est vrai que les télécommunications, par exemple, alors est-ce que ça marche mieux aujourd'hui que ça marchait à l'époque radieuse des PTT? J'en sais rien. De fait, oui, on a le choix. Aujourd'hui, le consommateur a le choix entre quatre opérateurs téléphoniques différents, ce qui l'oblige à passer des jours et des nuits à essayer de comparer les forfaits, à voir lesquels sont les plus avantageux, à essayer de décrypter les conditions générales d'utilisation, les petites lignes, s'il y arrive. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux pour les entreprises qui exploitent ces télécoms. Est-ce que c'est mieux pour le citoyen? Est-ce que c'est mieux pour le consommateur? Est-ce que la privatisation rampante, puisque pour l'instant c'est encore un service public, mais est-ce que la privatisation rampante de la Poste apporte vraiment des bienfaits aux utilisateurs de la Poste? Mais est-ce qu'il apporte des méfaits? Vous vous posez à chaque fois les deux questions. Quel est pour vous aujourd'hui le principal argument pour, On revient aux fondamentaux. Là. voilà, On pour est que vraiment ADP dans le dur des reste fondamentaux. public, reste à majorité détenu par l'État? Alors, j'ai envie de vous dire, je vais détourner votre question. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est surtout important que le référendum se tienne, Alors, quel que soit son résultat. quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Mais en même temps, votre livre s'appelle Pouvoir dire stop. Oui. Donc il y a le pouvoir Oui, dire, ça c'est l'importance que le référendum se Ah, tienne, il y a le mais aussi stop. Et il y a le stop. Mais il y a le Pourquoi pouvoir dire dire stop? aussi. Si vous voulez, moi, je sors de l'enquête avec la conviction que parmi les trois raisons que j'avais au départ de me dire il faut pas privatiser, la principale est la raison démocratique et citoyenne. Alors, vous parliez de ce nouvel instrument, le RIP. C'est vrai qu'il est nouveau et il a été introduit dans la Constitution en 2008, non pas par Nicolas Sarkozy, comme il est toujours dit, mais sous Nicolas Sarkozy, et contre la volonté de Nicolas Sarkozy par les parlementaires. Et on a mis en place, si vous voulez, toute une série de garde-fous, de barrières pour que ce RIP ne marche jamais. Ça doit jamais marcher. D'abord parce qu'effectivement, on se rend compte que 4,7 millions de signatures, c'est quand même énorme. Et ensuite, il y a des garde-fous tout au long du parcours. Voilà, Emmanuel Macron qui a évoqué, mais qui ne l'a pas fait, la possibilité d'abaisser la barre, le nombre de signatures requises pour provoquer ce référendum. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur ADP, c'est que des élus de gauche comme de droite ont demandé la tenue d'un référendum, d'une consultation citoyenne. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pourquoi aujourd'hui, comme citoyen, si vous voulez, je trouve ça particulièrement important. Moi, je dois dire, j'ai été stupéfait pendant le mouvement des Gilets jaunes de réaliser à quel point, pour un grand nombre de Français, la démocratie représentative n'était plus une évidence. Moi, on m'a toujours enseigné que la démocratie représentative, telle qu'elle se pratique aujourd'hui en France, si vous voulez, c'est une espèce d'apothéose démocratique, une sorte de summum. Nous élisons un président, nous élisons des représentants qui ensuite prennent les décisions pour nous pendant 5 ans. Et si on n'est pas content, on change au bout de 5 ans. Mais il y a un tas de gens qui ne croient plus à ça. Il y a un tas de gens, d'abord, qui ne vont plus voter. On voit le taux d'abstention pour toute une série d'élections. Et il y a un tas de gens qui ne veulent plus être représentés, qui pour des raisons différentes ne veulent plus être représentés. Donc, quand j'ai réalisé ça au moment du mouvement des Gilets jaunes, moi je suis un peu tombé de ma chaise. On m'avait toujours enseigné ça comme quelque chose de naturel. Or, c'est pas naturel. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui est grippé aujourd'hui dans la manière dont la France est gouvernée. Alors, est-ce qu'il faut faire une 6e République? J'en sais rien, je vais pas jusque-là. Mais quand j'ai vu arriver ce RIP, je me suis dit, là, il y a un vrai dégrippant possible. Il y a un vrai dégrippant possible parce que, sur demande des parlementaires et non pas sur initiative du pouvoir, de l'exécutif, on a la possibilité de dire stop sur un point extrêmement important.
Et vous savez, on parlait de Dominique Seux tout à l'heure. Son édito ce matin-là, c'était de dire, bon, alors si on dit stop sur les aéroports, mais pourquoi pas demain sur les retraites ou sur un tas d'autres sujets? Et moi, je me suis dit, mais oui, sur les retraites, sur tous les autres sujets. Je veux dire, oui, qu'on dégrippe avec des référendums. Donc aujourd'hui, si vous voulez, à l'arrivée à 2 mois de l'échéance, bon, alors je vous avoue franchement que personnellement, je ne sais pas si on arrivera aux 4,7 millions. Hein, ça n'en prend pas tout à fait le chemin. Bon, mais je pense aujourd'hui que la raison principale pour laquelle il est important que ce référendum puisse se tenir, c'est une raison démocratique. Voilà, alors il y a d'autres manières de dire stop, hein. Aujourd'hui, il y a les manifestations, il y a la grève, vous évoquez la réforme des retraites, c'est d'autres manières de manifester aussi son opposition ou son mécontentement par rapport à une réforme. Mais vous dites, moi je dis justement tant mieux, disons stop à ADP, ce sera le premier pas, celui qui permettra de dire stop à tout, aux retraites, à la réforme du bac, à je sais pas quoi, l'éducation, etc. Que la démocratie gagnerait pour vous qu'est-ce qu'elle gagnerait, cette démocratie, à cette opposition presque systématique? On doit pouvoir dire stop, effectivement, à ADP et à sa privatisation, à la réforme des retraites, mais parce qu'on ne la juge pas bonne, cette privatisation ou cette réforme. Il s'agit, j'en reviens à pourquoi dire stop pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un signe de santé démocratique, le fait de pouvoir dire stop? Mais oui, c'est un signe de santé démocratique, le fait de pouvoir effectivement s'exprimer sur une question importante, si vous voulez. Je suis désolé, vous parlez de la réforme des retraites. Ça aurait été, je pense, démocratiquement parfaitement sain qu'à un moment, le peuple français dans son ensemble soit consulté et puisse se prononcer sur cette réforme dont maintenant on commence à connaître un certain nombre d'éléments. Voilà. Ça aurait sans doute été, enfin, je veux dire, dans un monde idéal, ça aurait sans doute été une méthode plus saine, plus démocratique que effectivement cet affrontement entre des manifestants et un gouvernement. Sans présager du résultat. Et ça aurait permis au gouvernement, si par référendum ou en cas de consultation, la réforme des retraites était approuvée, de ne pas pouvoir dire aujourd'hui que la France est irréformable. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Le mot de réforme, il est certes connoté, mais est-ce que la France va définitivement devenir ce pays irréformable si elle met en place des outils plus démocratiques comme la consultation et le référendum, d'après vous, Daniel Steinerman? Vous voyez comme les mots sont piégés. Parmi tous les gens qui emploient ce mot réforme que vous venez d'employer à l'instant, là, tous l'utilisent toujours dans le même sens. C'est-à-dire que la réforme va toujours dans le même sens. La réforme va toujours dans le sens de la réduction des effectifs. La réforme va toujours dans le sens d'une productivité plus importante. La réforme va toujours dans le sens d'une durée du travail plus longue, ou en tout cas moins courte. La réforme va toujours dans le sens du privé et jamais du public. Jamais on ne parlera de la réforme quand il s'agira de donner davantage de moyens aux hôpitaux ou de réouvrir les maternités de zones rurales qui sont fermées. Vous voyez, comme je suis sûr que quand vous employez ce mot, vous l'employez d'une façon tout à fait de bonne foi. Mais je vous ai tout de suite surligné le fait qu'on a bien connaissance, en tout cas ici autour de cette grande table, que le mot est connoté. Voilà. C'est comme le mot s'adapter, sur lequel vous revenez aussi dans votre ouvrage, et la philosophe Barbara Stiegler en a fait aussi un essai sur effectivement ces mots, mais c'est important de le rappeler. Je crois qu'il est important de rappeler dans quel sens il est connoté. Il faut toujours dire les choses et les nommer. Qu'est-ce qui est en jeu ici pour vous, vraiment, Daniel Steinerman? S'opposer ou participer? Les deux. Les deux vont de pair. Participer pour soutenir et participer pour s'opposer. Le RIP, on disait, c'est un droit nouveau, un nouvel outil démocratique, pas encore entré dans notre culture civique. Au-delà d'ADP, quelles sont vraiment ses vertus pour vous aujourd'hui? C'est ce que je viens de dire. C'est de permettre effectivement sur des questions précises à l'ensemble des citoyens de s'exprimer autrement que en votant pour des représentants dans des conditions qui sont quand même viciées, si vous voulez. Moi, j'ai voté Macron aux alentours de la présidentielle de 2017, mais je n'ai pas voté Macron en soutien à Macron. Et je suis comme beaucoup de citoyens qui ont voté Macron, sans soutenir Macron. Donc c'est une manière de reprendre la parole régulièrement au fil d'un quinquennat. Lors du lancement de la campagne, plusieurs voix se sont élevées contre l'absence de transparence et de facilité de ce nouvel outil, dont celle de François Ruffin, député France Insoumise.
votre nouveau combat, le référendum sur la privatisation d'ADP. Alors, une plateforme numérique a été mise en place pour recueillir les 4 700 000 signatures requises. Quelques bugs au démarrage. Ça vous paraît inévitable ou vous craignez un sabotage? Moi, je veux dire, pour moi, ce ne sont pas des bugs. J'ai reçu 253 messages de erreur 404, de page not found. On voit même que le site du gouvernement n'est pas adapté pour juste être utilisable correctement sur un téléphone portable. Et donc, je veux dire, pour la Startup Nation que se proclame En Marche, c'est soit un aveu d'incompétence, soit de volonté de mal faire. Et donc là, ils ne mettent pas les moyens. Le gouvernement ne va pas mettre les moyens. C'est pour ça qu'on est condamné à le faire nous-mêmes. Donc vous les accusez de saboter le référendum? De tout faire, en tout cas, pour que les Français ne s'en saisissent pas. C'est évident. C'est évident. Et donc, ils ne mettent pas en place un site qui soit un site correct. Et même, qui va faire le travail juste d'information des Français sur le fait qu'il y a un référendum? On pourrait dire que le gouvernement devrait développer des crédits, mettre en place des panneaux d'affichage devant les écoles, comme ça se fait pour les élections, vous voyez. Eh bien, il ne va pas y avoir ce travail à la fait. Donc, c'est à nous de le faire, de le refaire et de continuer à le faire. Voilà, stop. Qu'est-ce que vous venez d'entendre dans ces mots, Daniel Schneiderman? Est-ce que vous pensez que le gouvernement a vraiment intérêt à faire en sorte que ça ne marche pas? Je dirais pas comme François Ruffin que le gouvernement fait tout pour que ça marche pas. Je dirais que le gouvernement ne fait rien pour que ça marche. Voilà, c'est la toute petite nuance entre nous. Alors après, si vous voulez, le gouvernement a bon dos, mais il n'est pas le seul responsable. Je pense qu'effectivement qu'ils font rien pour que ça marche. Je pense, pour revenir à ma spécialité de base, que les médias non plus ne font rien pour que ça marche. Moi, je suis absolument stupéfait. Alors, on citait évidemment le fait que le jour où l'initiative a été prise, oui, ils en ont parlé, c'était l'événement du jour, c'était l'événement de la matinée. Mais depuis, quand vous regardez les choses un peu froidement et que vous comparez, par exemple, je ne sais pas si vous regardez les chaînes d'infos un peu de temps en temps, je ne sais pas si ça vous arrive. Il faut vraiment que je réponde à cette question? Oui. Oui. Très peu. Oui. Bon, alors je vais vous apprendre quelque chose, si vous voulez. Quand vous regardez les chaînes d'infos et que vous comparez la couverture par les chaînes d'infos françaises, si vous voulez, du grand débat d'Emmanuel Macron qui était censé clore la séquence des Gilets jaunes, où on avait tous les jours les réunions marathoniennes d'Emmanuel Macron, 5 heures, 6 heures, 7 heures, en direct, les plateaux de spécialistes politiques derrière, qui saluaient l'exploit physique du président. Quand vous les comparez au volume d'antenne qui est donné à ce qui est malgré tout quand même une initiative constitutionnelle. Je veux dire, le référendum, le RIP, il est dans l'article 11 de la Constitution. Vous vous rendez compte que là, il y a véritablement... Alors, sabotage, ça voudrait dire qu'ils font exprès de vouloir saboter l'initiative. Je ne suis pas sûr qu'ils font exprès, mais je suis sûr qu'en tout cas, ils n'ont pas déployé les efforts de pédagogie qui auraient fait en sorte que C'est-à-dire, vous allez demander aux gens dans la rue, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un référendum contre la privatisation d'ADP? Les résultats vous surprendront. Hein. Et sur le mouvement des Gilets jaunes, Daniel Schneiderman? Oui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 6 mois, la relation entre journalistes et gilets jaunes est plus que compliquée. Pourtant, cela avait plutôt bien commencé. Mais franchement, demain, ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui ne va avec rien, portez-le. Pourquoi? Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Mais très vite, cela s'est plutôt tendu. En effet, lorsqu'on leur pose la question, les gilets jaunes sont pour le moins insatisfaits du traitement médiatique de leur mouvement. Pour moi, le traitement médiatique, on ne s'attendait pas à grand-chose depuis l'acte 1. C'est un traitement médiatique de médias qui appartiennent à des grands groupes, à des grandes multinationales, qui ont financé la campagne de Macron. Voilà, la suspicion, la défiance, le traitement médiatique a-t-il vraiment été si déséquilibré pour vous, partisans? Des gilets jaunes, Je crois que c'est difficile de parler en général, si vous voulez. Je pense que d'abord, d'une manière générale, je pense que la plupart des journalistes ont été individuellement très surpris par l'émergence du mouvement, parce que sociologiquement, majoritairement, ils ne sont pas issus des milieux populaires qui ont fourni les gros bataillons des gilets jaunes, donc ils n'avaient pas senti le truc venir dans leur propre entourage. Enfin, il y a eu un gros retard au démarrage sociologique de la majorité des journalistes. Ensuite, les médias ont été pris dans des injonctions contradictoires. Alors, pour les fameuses chaînes d'infos continues que vous regardez très peu, évidemment qu'il y avait le mouvement a été surcouvert.
C'est clair. En tout cas, dans les premières semaines, les directs interminables sur les feux de palissade dans les endroits de manifestation, le mouvement a sans doute eu une couverture en volume plus importante que ce qu'il aurait objectivement mérité. D'ailleurs, le pouvoir a reproché amèrement aux médias d'en avoir trop fait. Et pour certains, mal couvert, parce que c'est aussi la question aussi du côté partisan des médias dans leur traitement de l'information. Et ça, c'est pas nouveau. Des médias accusés de partialité. Vous travaillez sur ces thématiques-là depuis des années, Daniel Schneiderman, à la télé, puis sur Internet. Vous décortiquez les images et les discours médiatiques. J'avais une autre question juste à vous poser. Vous parlez de mauvais esprit en ouverture de ce livre. Pouvoir dire stop, votre mauvais esprit, celui qui vous anime. Est-ce qu'il est en train de se transformer en militantisme? Quand vous parlez d'occasion historique de donner un coup d'arrêt à la politique de Macron, ça c'est du mauvais esprit, c'est de l'engagement, c'est du militantisme? Mais j'étais le premier surpris, vous savez, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est la première fois que je fais un pas de côté et que j'ai envie de prendre la parole pour dire voilà, je pense qu'il faut faire ça. D'une manière générale, j'évite de donner mon opinion. D'abord parce que j'en suis pas toujours certain, si vous voulez, ça m'arrive très souvent de changer d'avis. Je peux être assez souvent de l'avis du dernier qui a parlé. Il arrive très fréquemment, si vous voulez, encore dans l'isoloir, j'hésite entre deux bulletins de vote. Donc, d'une manière générale, si vous voulez, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout militant. Donc ça, c'est un livre de journaliste ou un livre de militant? Les deux. Là, pour le coup, ça, c'est un livre de journaliste, on va dire, engagé et militant. D'ailleurs, je ne vois pas très bien, vous savez, en ce moment, il y a des débats sémantiques extrêmement pointus pour essayer de comprendre la différence entre militant et engagé. Moi, je dois vous avouer que personnellement, je la vois pas très bien. C'est un livre engagé contre la privatisation d'ADP. C'est un livre engagé pour le référendum. Et si vous avez envie de dire que c'est un livre militant, dites que c'est un livre militant. Je vous démentirai pas. Voilà, vous présentez comme un livre aussi de point de vue. Ce livre est un manifeste déraisonnable pour la renationalisation des autoroutes. Ce livre est un hommage aussi à toutes les victimes silencieuses de la modernité incontournable. Ce livre est un plaidoyer pour le droit constitutionnel d'adresser un pied de nez au nouveau monde. Vous avez tout dit. On n'a plus le temps, mais une dernière question quand même. Il a été créé le 2 décembre. Daniel Schneiderman, c'est un conseil de déontologie des médias, nouvelle instance qui se veut un organe professionnel d'autorégulation indépendant de l'État. Pourtant, l'idée est quand même née là, dans le giron du gouvernement et pas de la profession. À cause de cela, beaucoup de sociétés de journalistes et de journaux, aujourd'hui de médias, refusent d'y participer, jugeant son origine un peu douteuse. C'est Patrick Evenot qui va le présider et qui dit que, et rappelle, ce conseil ne rendra pas de sanctions, mais simplement des avis. C'est toujours bon, des instances comme ça, pour réfléchir aux pratiques de notre profession? S'il s'agit que de réfléchir, oui. S'il s'agit de rendre un avis en disant ça c'était bien, ça c'était mal, je suis beaucoup plus sceptique, si vous voulez. La crédibilité, on n'a pas de temps, mais pour le faire court, la crédibilité des médias, on peut dire aujourd'hui qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, elle en a pris un sacré coup. Je ne vois pas aujourd'hui quelle peut être la voie incontestable pour décider que tel reportage, tel éditorial, telle enquête est conforme ou pas conforme à la déontologie médiatique. Et tout ce que je vois, au contraire, me conforte dans l'idée que finalement j'ai toujours eu, c'est-à-dire que le meilleur contre-pouvoir au considérable pouvoir médiatique, c'est les médias eux-mêmes. C'est-à-dire c'est les médias eux-mêmes, quand ils enquêtent sur les enquêtes médiatiques, et quand finalement ils retournent sur eux-mêmes, sur les médias, les outils qui sont les outils des médias. Voilà, Daniel Schneiderman, créateur du site Arrêt sur Image et éditorialiste à Libération, auteur de Pouvoir dire stop, paru à la rentrée dernière aux arènes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Merci à Rendez-vous vous. demain. Merci.